Bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Il y a 30 ans se déroulait en plein cœur de l'Europe une guerre civile sur le territoire de la Yougoslavie. Que sont devenus les États nés de l'éclatement de ce pays? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 12 janvier, le président croate sortant, le socialiste Zoran Milanović, a été réélu au second tour avec près de 75% des voix. Cette élection confirme la position originale de la Croatie dans la diplomatie européenne, un pays loin d'être aligné derrière les puissances occidentales auxquelles il doit pourtant son existence. Après s'être rapproché des pays occidentaux successivement à la chute de Slobodan Milošević, la Serbie a quant à elle retrouvé progressivement son autonomie en matière de politique étrangère sous la direction du président Aleksandar Vučić. Cela contrarie évidemment certains dirigeants occidentaux qui seraient en train d'organiser, si l'on en croit le président serbe, une nouvelle tentative de révolution colorée. Le reste du territoire yougoslave est désormais morcelé en petites entités plus ou moins viables comme la Slovénie, la Bosnie, le Monténégro ou la Macédoine du Nord. Si le but des dirigeants occidentaux dans les années 90 était d'empêcher l'existence d'un État balkanique, fédérateur, capable d'agir de manière autonome sur la scène internationale, alors il a été parfaitement atteint. Mais même après la disparition de la Yougoslavie, les États et les entités qui en sont issus suscitent toujours l'intérêt des puissances occidentales. Pour les Balkans, les années 90 sont synonymes de guerre et de massacre. L'État yougoslave, unifié au début du XXe siècle par la Serbie, puis reconstruit autour de l'idéologie socialiste par le Croate Josip Broz Tito, après la Seconde Guerre mondiale, ne résiste pas à la dislocation du bloc communiste au début des années 90. L'Amérique triomphante de l'après-guerre froide, dirigée par le président Bill Clinton, ne veut pas d'un État puissant yougoslave, pas plus que l'Allemagne, du chancelier Helmut Kohl, qui reconnaît sans concertation l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie officiellement le 15 janvier 1991. L'Allemagne reconnaît la Slovénie et la Croatie. La décision allemande a été prise alors que le Parlement de Serbie venait de rejeter la décision des 12 sur la reconnaissance des républiques yougoslaves, le 15 janvier, la qualifiant d'unilatérale et illégale, tandis que la présidence fédérale, dominée par la Serbie, a protesté par lettre auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. De violents combats se sont poursuivis hier sur tous les fronts, avec notamment des raids aériens de l'armée fédérale au sud de Zagreb. C'est la décision allemande qui met le feu aux poudres et déclenche la guerre sur une bonne partie du territoire yougoslave. Comme 20 ans plus tard en Ukraine ou en Syrie, les Occidentaux utiliseront les mouvements les plus radicaux pour obtenir l'éclatement de la Yougoslavie. En Croatie, ce sont les héritiers des Ustashi, les collaborateurs nazis croates, qui sont instrumentalisés. En Bosnie, des groupes islamistes sont déployés, tandis qu'au Kosovo, l'OTAN s'appuiera sur un groupe terroriste connu sous le nom d'Učeka. Son chef, Hashim Thaçi, est désormais inculpé pour des faits de crimes de guerre. Qui est Hashim Thaçi, l'ancien président du Kosovo dont le procès s'est ouvert ce lundi? C'est au cours de ce conflit qui a fait 13 000 morts, des Kosovars albanais pour la plupart, et dans les années qui ont suivi, que Hashim Thaçi aurait commandité plusieurs emprisonnements, actes de torture et autres meurtres pour lesquels il comparait. Selon un rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'ancien président était à la tête du groupe criminel de Drenica, suspecté notamment de trafic d'organes prélevés sur des prisonniers, principalement serbes, entre 1998 et 2000. 30 ans plus tard, la Yougoslavie a complètement disparu. Elle est désormais séparée entre 6 États reconnus. Le plus à l'ouest est la Slovénie qui a échappé à la guerre civile. Vient ensuite la Croatie dont les frontières ont été obtenues par le nettoyage ethnique des Serbes de Krajina en 1995. Prise dans cette mâchoire croate se trouve la Bosnie-Herzégovine qui elle-même est divisée entre la Fédération croato-musulmane et la Republika Srpska. Au sud se trouve le Monténégro qui a fait sécession en 2006. Au centre, la Serbie, dont l'OTAN a organisé la séparation illégale d'avec sa province sud du Kosovo. Et enfin, à l'est, la Macédoine du Nord. Aucun de ces États ne possède désormais la taille critique pour se distinguer comme un acteur de poids souverain dans les Balkans, ce qui était sans doute le but recherché.
Parmi les États qu'ont fait naître la dislocation de la Yougoslavie, la Serbie est le plus grand avec ses 78 000 km² et aussi le plus peuplé avec près de 7 millions d'habitants. Entre la chute de Slobodan Milošević en 2000 et 2012, la Serbie connaît une succession de gouvernements pro-occidentaux. C'est Aleksandar Vučić, arrivé au pouvoir en 2014 comme chef du gouvernement, puis comme président de la République en 2017, qui donne à la Serbie une ligne diplomatique qui se veut équilibrée entre l'Occident et la Russie, mais également avec la Chine qui est un partenaire important. Cette indépendance ne convient pas aux dirigeants de l'Union européenne qui rêvent d'un Maïdan serbe. En décembre 2023, selon un scénario éprouvé, la presse occidentale met en doute le résultat des élections municipales à Belgrade, en incriminant la Russie. Manifestation à Belgrade, l'espoir d'un Maïdan serbe inquiète Poutine. À Belgrade, où l'on votait aussi pour la municipalité, l'opposition talonne le parti au pouvoir. Ce dernier ne l'aurait emporté que grâce à des bourrages d'urnes et des achats de voix. De telles fraudes présumées sont inacceptables dans un pays qui espère rejoindre l'Union européenne, a dénoncé Berlin au diapason d'autres capitales européennes. Mais contrairement à Maïdan, les manifestants ne bénéficient pas du soutien de groupes radicaux ultra-violents pour défier les forces de l'ordre. Les autorités serbes ont visiblement anticipé l'opération et organisent un nouveau vote en juin 2024 qui confirme la victoire du SNS, le parti au pouvoir. L'opposition ne baisse cependant pas les bras et selon le président serbe, elle bénéficie du soutien de services étrangers. Serbie. L'opposition tente de préparer une révolution de couleur, selon Vučić. Le président serbe Aleksandar Vučić a accusé l'opposition de collaborer avec des services de renseignement étrangers pour déstabiliser le pays dans un contexte de manifestations étudiantes déclenchées par l'effondrement meurtrier en novembre dernier d'un toit à la gare de Novi Sad, dans le nord du pays. Tout ceci est une tentative de révolution de couleur, a déclaré le président serbe lors d'une interview en direct à la télévision d'État Happy TV le 18 janvier. Le président serbe a dénoncé une coalition d'intérêts occidentaux, croates et albanais qui cherchent à détruire la Serbie de l'intérieur en l'empêchant de devenir un acteur international important en provoquant un conflit interne. La Croatie, mise en cause, est en effet dirigée par le parti pro-UE et pro-OTAN, le HDZ. Pourtant, la population du deuxième pays le plus peuplé de l'ex-Yougoslavie, avec ses 3,8 millions d'habitants, vient de réélire largement le socialiste Zoran Milanović au deuxième tour de la présidentielle avec 75% des voix. Présidentielle en Croatie. Zoran Milanović, un Trump croate, pro-russe, vraiment. Pour recueillir des voix au-delà de l'électorat de gauche traditionnel, Zoran Milanović a adopté une rhétorique anti-système. Il arrive à surfer sur tout un électorat qui est populiste, qui ne croit plus en la politique, qui déteste l'Union européenne dans une certaine mesure. Ce vote ne démontre sans doute pas que la population croate soit pro-russe, mais plutôt qu'elle rejoint un mouvement général en Europe de l'Est de rejet du modèle occidental et de l'Union européenne. C'est ce mouvement que l'on retrouve en Hongrie, en Slovaquie, en Géorgie et désormais en Roumanie. La Bosnie-Herzégovine est sans aucun doute la construction politique la plus instable issue de l'éclatement de la Yougoslavie. Elle est sous supervision d'un haut représentant international. Elle fut créée après les accords de Dayton en décembre 1995 et regroupe sur un territoire dispersé la Fédération de Bosnie-Herzégovine, initialement appelée la Fédération croato-musulmane, et la Republika Srpska. Au nord, la municipalité de Brčko, revendiquée par les deux entités, finit par être érigée en district. Soutenue par la Serbie et la Russie, la Republika Srpska est dirigée par le très charismatique président Milorad Dodik, qui menace régulièrement de déclencher un référendum pour l'indépendance et s'oppose à l'administration de la Bosnie par le haut représentant international. Ce fut de nouveau le cas fin décembre 2024. Les Serbes de Bosnie appellent à bloquer les institutions centrales du pays, l'UE et les États-Unis réagissent. Le Parlement de la Republika Srpska a adopté dans la nuit de mardi à mercredi une douzaine de conclusions appelant notamment les représentants de cette entité de Bosnie dans les institutions centrales à ne pas participer à la prise de décision relative au processus de rapprochement du pays de l'Union européenne à cause d'un procès politique mené, selon eux,
contre Milorad Dodik. Ce dernier, président de la Republika Srpska, est jugé depuis le début de l'année pour le non-respect des décisions du haut représentant international. La Russie soutient la Republika Srpska. Nous avons construit de très bonnes relations à l'époque où vous étiez à la tête de la République serbe de Bosnie et dans votre fonction actuelle. Nous vous remercions d'être venu au Forum économique de Saint-Pétersbourg. J'espère que c'était intéressant et que cela n'a pas été inutile pour vous. Malheureusement, dans les circonstances actuelles, nous rencontrons certaines difficultés dans les relations avec la Bosnie-Herzégovine, étant donné qu'elle s'est jointe aux sanctions. Mais nous connaissons votre position et nous l'apprécions. Des trois pays restants, la Slovénie est celui qui, en 1992, a connu la transition la plus pacifique. Le Monténégro a quant à lui obtenu son indépendance après un référendum en 2006, privant ainsi la Serbie de son accès à la mer Adriatique. Étroitement contrôlée par Washington, la République a rejoint l'OTAN en 2017, avant même l'Union européenne, où sa candidature fait toujours l'objet d'un examen critique de la part de la Commission européenne. Monténégro. Où en est la procédure d'adhésion à l'Union européenne? Le Monténégro a été invité à préparer un programme de réformes économiques et institutionnelles. La Commission européenne a approuvé ce plan national en octobre 2024, libérant 383 millions d'euros pour le pays sous forme de prêts et de subventions conditionnées à la mise en œuvre de ces réformes. En 2024, le gouvernement monténégrin fait savoir que le pays vise une adhésion effective d'ici à 2028. Le dernier État à accéder à l'indépendance au moment de la chute de la Yougoslavie est la Macédoine du Nord, héritière de la République socialiste de Macédoine de l'époque communiste. L'instrumentalisation de la minorité albanaise au Kosovo a eu des répercussions dans la République en 2001, où est apparue l'organisation UÇK-M, une émanation du groupe terroriste albanais présent au Kosovo. Les accords d'Ohrid du 13 août 2001 ont mis fin à l'insurrection après des concessions du gouvernement de Skopje dans les domaines linguistiques et éducatifs. À ces 6 États internationalement reconnus et plus ou moins fragiles s'ajoute l'entité du Kosovo, non reconnue par l'ensemble de la communauté internationale et qui a peu de chances de l'être un jour. Les autorités en place à Belgrade ne concéderont probablement jamais son abandon, ce qui pourrait expliquer la tentative de révolution de couleur dont parle le président serbe Aleksandar Vučić. Pour en parler, je reçois Nikola Mirković, président de l'association Ouest-Est et auteur de l'American Empire. Bonjour Nikola Mirković. Bonjour, Xavier Moreau. Merci d'avoir accepté notre invitation et ma première question évidemment portera sur le bilan de la disparition de la Yougoslavie 30 ans plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je pense que le bilan, malheureusement, n'est pas bon. La Yougoslavie n'a jamais vraiment eu le temps de se développer, que ce soit sous sa forme monarchiste ou sous sa forme socialiste. Il y a eu tout au long de l'histoire des peuples yougoslaves une ingérence étrangère majeure, donc que ce soit par l'occupation ottomane, l'occupation allemande, austro-hongroise. Et malheureusement, la Yougoslavie n'a pas eu le temps d'émerger. C'était quand même un grand pays, un pays de plus de 250 000 km², de quasiment 24 millions d'habitants, un pays qui avait des terres fertiles, des montagnes, l'accès à la mer, un très grand potentiel, qui était même une espèce de pays exemplaire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec un taux de croissance assez important. Et le bilan aujourd'hui, c'est que ce pays n'existe plus, que les différentes républiques qu'il a composées sont aujourd'hui séparées. La plupart ont intégré l'OTAN, puis l'Union européenne. Et malheureusement, pour l'ensemble de ces ex-républiques de la Yougoslavie, la prospérité, la stabilité promise, attendue, n'est toujours pas au rendez-vous. Donc, on a une région qui demeure pauvre, on a une région qui demeure divisée sur des fractions religieuses, sur des fractures religieuses ou politiques, et donc du coup qui est assez loin de la stabilité, et que c'est un peu une tristesse parce que au lieu de chercher à diviser ces différentes républiques, peut-être que l'Europe, notamment les États-Unis, auraient mieux fait de les laisser s'entendre entre eux pour essayer de faire vivre la Yougoslavie dans cette période actuelle
où nous sommes dans l'émergence des États-nations, c'est compliqué pour des petits États comme la Slovénie, un peu plus de 2 millions d'habitants, la Croatie, un peu moins de 4 millions, la Serbie, 6 millions, de faire face aux grandes nations qui sont en train d'émerger ou de se reconstruire, et qu'il y avait peut-être une façon plus intelligente de vivre ensemble régionalement, peut-être pas sous la forme de la Yougoslavie socialiste, ça c'est certain, mais on voit qu'aujourd'hui, la disparition de la Yougoslavie n'a pas apporté le rêve promis, en tout cas par les atlantistes dans la région, et qu'il y a encore énormément de tensions, de pauvreté et de souffrance. Et cet éclatement était évitable selon vous ? Oui, je pense. Je pense en tout cas qu'elle était évitable de manière dramatique, de la manière dont ça s'est passé. C'est certain qu'il y a des différences. Il y a des différences historiques majeures, des différences historiques entre Croates et Serbes. La naissance ou l'émergence des Bosniaques musulmans est aussi quelque chose qui était difficile à vivre aujourd'hui sans l'Empire ottoman. Mais ce sont des peuples qui partagent globalement une même langue. Ce sont des peuples qui sont très proches, les cultures sont extrêmement proches, des peuples qui se connaissent, qui ont eu l'habitude de vivre ensemble. Et peut-être qu'il fallait qu'ils se séparent. Au bout d'un moment, on peut pas forcer des peuples à vivre ensemble, mais pas sous la forme de la guerre. Le problème, c'est que l'Occident a favorisé la guerre. Je rappelle, en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, qu'il y avait un accord entre les différents responsables de la Bosnie-Herzégovine, que ce soit Izetbegović pour les Serbes, Izetbegović pour les Bosniaques musulmans, Karadzic pour les Serbes ou Boban pour les Croates. Ils avaient un accord en septembre 91, l'accord Carrington-Cutillero, pour séparer pour vivre en Bosnie-Herzégovine sur des lignes, on va dire des démarcations ethniques et pacifiques. Mais quand Izetbegović est rentré à Sarajevo, il a été sommé par l'ambassadeur américain Warren Zimmerman, qui était ambassadeur en Yougoslavie. En sortant de la réunion, Izetbegović a retiré sa signature. Et cela a précipité la région dans la guerre. Moi-même, j'ai parlé à Jacques Delors, qui était le président de la Commission européenne. J'étais en tête à tête avec lui et je lui ai dit, mais quelques années plus tard, mais pourquoi est-ce que l'Europe a laissé faire la guerre? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas facilité un démembrement pacifique ou alors une réécriture de la constitution yougoslave qui aurait permis à ces républiques de prospérer ensemble. Et à la fin, il m'a concédé qu'il n'avait pas le choix. Et il n'avait pas le choix, pour moi, était vraiment mon interprétation, et que l'Europe a été vraiment soumise à la décision des États-Unis qui était d'éclater la Yougoslavie par la force. Parce que la Yougoslavie ne voulait pas rentrer dans le modèle atlantiste. La Yougoslavie voulait rester indépendante. Il y a une tradition de non-alignement yougoslave. La Yougoslavie ne voulait pas rentrer ni dans l'OTAN, ni dans le projet d'Union européenne. Et qu'au bout d'un moment, les Américains ont profité de leur hubris à cette époque-là, dans les années 90, où il y avait plus de concurrents, l'URSS s'était effondrée, pour montrer au monde entier ce qui se passe quand on n'obéit pas aux ukases des États-Unis. Et il y a eu la guerre. Vous venez d'évoquer Izetbegović, donc je voudrais parler effectivement de la viabilité des États qui finalement ont accouché de l'effondrement yougoslave. Et parlons un peu de la Bosnie-Herzégovine aujourd'hui. On voit ses frontières, on voit sa composition. Est-ce que ça vous paraît un État viable ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, la Bosnie-Herzégovine n'a jamais vraiment été un État viable. C'est une construction moderne. Il y a eu des principautés et des rois de Bosnie, mais c'est ça très rapidement. Et c'était les rois serbes d'ailleurs, ou orthodoxes, où très rapidement ils ont été sous l'occupation ottomane. Donc le rêve titiste était bratstvo et jedinstvo, c'est la fraternité et l'unité. Donc on a un peu forcé différents peuples en Bosnie-Herzégovine, mais ça a jamais vraiment marché. N'oublions pas que ces peuples sont battus à mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Bosniaques musulmans et les Croates étaient du côté des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et les Tchétniks, comme les partisans serbes, se sont battus âprement avec les Croates et les Bosniaques. Donc, à la fin, quand tout d'un coup on a dit, bon, ils vivent ensemble, comme je le disais il y a quelques instants, c'était extrêmement compliqué. Il y avait de réelles difficultés entre ces différents peuples. Ils avaient trouvé une solution, mais les Américains ne voulaient pas, et à la fin, c'est ça le paradoxe, les accords de Dayton sont revenus quasiment aux accords de Cutillero-Carrington. Aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine est un État fantoche. Il y a au-dessus
de la présidence bosniaque, vous avez une espèce de tuteur qui est issu des accords de Dayton et qui peut imposer sa loi en Bosnie-Herzégovine. Et cette personne est une personne qui est nommée, qui est toujours sortie des rangs de l'Union européenne, et ses acolytes sont américains. Donc vous avez un pays qui n'est pas souverain, vous avez un pays qui a à sa tête un étranger. Et qui est des étrangers d'ailleurs, puisque les acolytes sont américains. Vous avez toujours beaucoup de difficultés entre la vision serbe, la vision croate, la vision musulmane. Les Croates et musulmans sont ensemble dans la fédération de Bosnie-Herzégovine, qui était l'ancienne fédération croato-musulmane. Les Serbes ont une autre politique de l'autre côté. Et le paradoxe, c'est qu'en ce moment, et Croates et Serbes se rendent compte qu'ils ont intérêt à jouer la même carte, parce que chacun veut se rapprocher à son pays, on va dire, tutélaire. Les Croates veulent se rapprocher de Bosnie-Herzégovine, veulent se rapprocher de la Croatie, les Serbes de la Serbie. Et vous avez un État qui a 20% de pauvres, pas d'identité nationale, des communautés qui sont divisées. Rien n'est vraiment fait pour les rapprocher, pour les rassembler. Donc, c'est un faux État aujourd'hui. C'est un État qui ne sert à rien et qui a un potentiel dangereux, parce que vous avez différentes communautés qui ne s'entendent pas. Et on sait comment ça peut se terminer dans les Balkans, ce genre d'attitude. Dans le même ordre d'idée, on a le président Vučić, donc le président serbe, qui vient déclarer il y a pas également quelques semaines qu'il y avait une tentative de révolution colorée, d'ingérence étrangère de la part des Occidentaux, de la Croatie, des Albanais. Est-ce qu'il a raison de parler de cette tentative de révolution colorée, et quel est le but de cette ingérence? L'ingérence occidentale atlantiste est terrible en Serbie. Elle est présente partout dans les Balkans, ça c'est certain. N'oublions pas que la plupart des pays sont rentrés dans l'Union européenne et l'OTAN parce qu'on leur a promis beaucoup d'argent aussi. Il fallait se reconstruire après l'échec du projet titiste. Aujourd'hui, la Serbie est le pays qui résiste le plus à cette ingérence. N'oublions pas que la Serbie ne veut pas rentrer dans l'OTAN. La Serbie a été bombardée illégalement par l'OTAN en 1999 et les Serbes s'en souviennent. La Serbie veut rentrer dans l'Union européenne, mais Bruxelles joue les durs à séduire et impose énormément de règles à la Serbie. Bruxelles abandonne sa province méridionale du Kosovo et de la Métochie pour entrer dans l'Union européenne. C'est assez compliqué. Il y a beaucoup de règles. La Serbie est montrée du doigt parce qu'elle ne veut pas appliquer des sanctions contre la Russie. Et aujourd'hui, les États-Unis veulent appliquer des sanctions contre la Russie parce que sa principale société d'hydrocarbures, qui est possédée majoritairement par des Russes, pourrait être sujette à sanctions. Et c'est extrêmement compliqué parce que la Serbie aujourd'hui profite d'excellentes relations avec la Russie pour avoir des hydrocarbures à bon prix. Donc il y a une ingérence permanente, aussi bien d'un point de vue économique que politique que social. Vous avez des chaînes de télévision, des médias qui appartiennent à des atlantistes en Serbie. Et la situation est très difficile pour Vučić. Restons sur la Serbie et parlons également du Monténégro. Est-ce que selon vous, la séparation du Monténégro et de la Serbie a un sens du point de vue historique? Parce que pour la Serbie, c'est comme une perte importante puisque c'est son accès à la mer, tout simplement, qu'elle a perdu. Cette séparation n'a aucun sens. C'est une séparation qui est politique, qui a été voulue par les atlantistes, qui ont profité du moment de faiblesse de la Yougoslavie au début des années 2000, pour pousser le Monténégro à l'indépendance. Le Monténégro est une région, c'est une province serbe, c'est une province historique. Elle a été indépendante de 1910 à 1918 parce que c'est une des premières provinces serbes à s'affranchir complètement de la tutelle ottomane. Il faut savoir aussi que cette tutelle ottomane n'a jamais eu vraiment beaucoup d'emprise sur les Monténégrins parce que le Monténégro est une région très montagneuse qui a accès à la mer. Donc les Monténégrins ont pu échapper un petit peu à cette domination ottomane. Un des personnages les plus illustres du Monténégro, le Petar Petrović Njegoš, et qui était prince évêque du Monténégro, a écrit un abécédaire de la langue serbe, le Srpski bukvar. Il a écrit un livre sur la grammaire serbe. Il a cessé de louer la Serbie. Et donc aujourd'hui, le Monténégro, historiquement, le Monténégro fait partie de la Serbie. Le problème est que les atlantistes ont mis en place une marionnette lors de le référendum,
d'indépendance qui a mis le Monténégro sous sa coupe, et vous avez tout d'un coup une espèce de naissance de sentiment monténégrin, parce que beaucoup de personnes vivaient de subventions qui provenaient des pays atlantistes, et il valait mieux se dire monténégrin si on voulait en bénéficier. Aujourd'hui, une bonne partie de la population monténégrine, se définit comme serbe, parle serbe, et il y a eu des processions importantes il y a quelques années pour défendre l'Église orthodoxe serbe que le pouvoir en place voulait liquider. Maintenant, le problème, c'est que le Monténégro est un petit pays, il n'y a que 600 000 habitants, il a un accès direct à la mer, ça a un intérêt stratégique fondamental. Ma dernière question, Nikola Mirković, je voudrais parler des minorités albanaises, la minorité albanaise du Kosovo et la minorité albanaise en Macédoine du Nord. Alors, quel est d'un côté l'avenir donc du Kosovo, devenu albanais, à 90%, et en même temps la crise qu'on a connue au début des années 2000 avec la minorité albanaise, précisément en Macédoine du Nord, est-ce qu'elle est définitivement réglée? Et de manière générale, est-ce que cette minorité albanaise, finalement, ne pose pas un problème global dans la région? Les atlantistes, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité de pays qui s'appelait Kosovo. Le mot Kosovo, lui, est un mot d'origine serbe. Et aujourd'hui, vous avez une région qui n'est pas que les atlantistes considèrent comme un pays, mais que les pays représentant 5/7 de l'humanité ne reconnaissent pas comme étant indépendants. L'Espagne, la Chine, l'Inde, l'Argentine, le Vatican, l'ONU ne reconnaissent pas du tout l'existence d'un pays qui s'appellerait le Kosovo, mais par le jeu des Ottomans, par le jeu des communistes, Tito était très pro-albanais, parce qu'il voulait lutter contre la puissance serbe, par aussi le jeu de la natalité. Malheureusement, les Serbes n'ont pas fait assez d'enfants à une époque où les Albanais en ont fait beaucoup. Eh bien, on a une région serbe historique qui est majoritairement peuplée d'Albanais, et cette région rêve aujourd'hui de se rapprocher et de la Macédoine, où il y a 25% d'Albanais, et de l'Albanie, pour faire une grande Albanie. Malheureusement, la région du Kosovo, qui a reçu plus d'aide par tête d'habitant que les Européens de l'Ouest avec le plan Marshall à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, demeure la région, après l'Ukraine, la région la plus pauvre d'Europe aujourd'hui, où le seul rêve des Albanais est de fuir. Merci Nikola Mirković. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de l'association Ouest-Est et auteur de l'Amérique Empire. En 1990, la Yougoslavie était un pays multiethnique avec une population de 24 millions d'habitants qui pesait dans le concert des nations européennes. En 10 ans, et au moyen d'une terrible guerre civile, cet assemblage a été détruit et la viabilité de certains États aux frontières compliquées qui en sont sortis peut paraître quelquefois douteuse. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel